n'était pas, parce que chacun voulait faire son petit solo et marquer un but au moins pour attirer les recruteurs. J'avoue que cette préparation, l'inconstance au niveau des joueurs, j'avoue que ça nous a porté plus. Olia, est-ce que le tournoi de l'UFOA déjà n'était pas un signe annonciateur, c'était pas un signe déjà qui disait qui devait nous donner un peu ce qu'on allait vivre du côté du Maroc, parce que à l'UFOA pareil, face à des pays qui également n'étaient pas qualifiés pour les CHAN, on a eu le Ghana, on a eu le Togo, et tout cela, la Côte d'Ivoire n'a pu gagner ces équipes-là. La Côte d'Ivoire a fini dernière de cette poule avec des résultats encore pratiquement similaires à ceux qu'on a ici, ces genres de résultats-là. C'était déjà un signal, un point moins un. Bon, je dirais oui et non à votre question. Ça pouvait être aussi l'annonciateur au vu du résultat, mais ça pouvait également marquer un déclic dans l'esprit des décideurs du football ivoirien et puis se décider comme ça à voir dans quelle mesure on allait pouvoir reconstituer une équipe qui allait être suffisamment solide pour attaquer donc ce CHAN. Moi j'aimerais tout simplement évoquer certains points. Déjà au niveau de cette sélection, dans sa préparation, il y a eu une grande hétéroclité au niveau des regroupements avec la multiplication des joueurs divers. C'est-à-dire que d'un regroupement à l'autre, on avait l'impression de changer complètement l'effectif, voire la grande majorité. Donc c'était plutôt une revue de troupes, plutôt qu'un regroupement pour essayer de consolider un groupe qui allait aller donc à cette compétition. Il y a eu à travers cela une sorte de manque de volonté de construction de ce groupe-là, des joueurs qui se connaissent parfaitement. Ils auraient pu même peut-être, au vu du temps qui leur est accordé, vu qu'ils jouent ici, jouer même peut-être 10 matchs amicaux avec des clubs locaux, des sparring partenaires locaux et régionaux, par exemple, qu'ils auraient eu donc cette homogénéité avant d'aller au Maroc. Voilà. Donc je me suis même amené à me poser la question de savoir si Camara, dans la construction de son groupe, avait collaboré avec les autres coachs locaux. Ah justement, parce que à ce niveau, il y a également le voit rarement au stade en train de bavarder avec les autres coachs qui ont l'habitude d'avoir ces joueurs. C'est un élément très important. C'est un élément très important. Ce sont ses premiers partenaires, ses entraîneurs locaux. Ce sont également ses collègues. Aujourd'hui, la sélection A n'a pas de sélectionneur et nous sommes là en train de parler, pourquoi pas d'un entraîneur local, ainsi de suite. Mais si même l'entraîneur local, je parle avec beaucoup de réserves, ne collabore pas avec ses autres collègues locaux, comment voulez-vous que déjà en l'absence d'union, on puisse leur confier l'équipe A? Bon bref, donc il y a eu l'UFOA et la francophonie. La francophonie, aujourd'hui, on aurait pu donc s'appuyer sur ces garçons, même si, au vu de leurs prestations dans leurs différents clubs au niveau du championnat, ne sont pas peut-être les meilleurs, mais ils ont avec eux cette, disons, cette chance d'avoir évolué dans le groupe Ivoire. On voit avec les jeunes Ghanéens, souvent, lorsqu'ils commencent, disons, au niveau des cadets, ils progressent au fur et à mesure pour se trouver dans l'équipe senior, peu importe les clubs dans lesquels ces garçons-là évoluent. On a vu l'équipe du Ghana qui a joué la dernière finale contre la Côte d'Ivoire en 2015 avec des joueurs qui venaient d'horizons divers et d'horizons même exotiques. Alors qu'ils ont quand même des joueurs qui sont dans de bons clubs. Mais ils ont préféré garder l'homogénéité du groupe. Parce qu'aujourd'hui, une équipe nationale, ce n'est pas seulement le regroupement des meilleurs joueurs. C'est le regroupement des meilleurs joueurs, mais surtout des joueurs qui peuvent vivre ensemble sur une période. Donc, il y a eu cette absence de colonne vertébrale. Moi, je pense que Camara aurait été bien inspiré de regarder au niveau du championnat national quelle est la meilleure colonne vertébrale du club. On bâtit en passant sur cette colonne vertébrale et en ajoutant des joueurs qui allaient pouvoir apporter un plus. Mais quand on a regardé son équipe, c'était, excusez-moi le terme, c'est un terme local, c'était une équipe d'une Zaza. Pour ceux qui connaissent ce fameux pan ivoirien. Donc, des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble, on ne peut pas leur demander vraiment de réaliser un miracle. Et même, il y a eu un aveu dans ses propos, après la défaite face à Namibie. Il a parlé de méforme physique. Il a mis la défaite sur le compte simplement comme on appelle, d'une méforme physique. Et donc, au deuxième match, on s'est rendu compte que ce n'était pas que le physique qui nous manquait. Ah, pourtant, le championnat qu'on a joué, c'était à la mi-saison, la 13e journée. Donc, les joueurs sont en jambes. C'était une absence d'homogénéité. Mais bon, il a voulu filouter avec, disons, les observateurs du football ivoirien. Mais mal lui en est pris, parce que nous sommes tous des observateurs avertis et nous savons. Il ne peut pas nous dire que ces garçons-là ont péché face à la Namibie par un problème physique. Non, je suis désolé. Le souci était plutôt tactique, technique. Toute cette défaite-là se rapporte
tout simplement une nouvelle. On viendra sur l'aspect tactique. Donc au niveau des effectifs, on est d'accord que Camara, vraiment, on n'a peut-être pas collaboré avec les autres entraîneurs qui maîtrisent bien le joueur. Je suppose, parce qu'on n'a pas eu, disons, son avis sur cela et on n'a pas eu aussi l'avis contraire. Ah, c'est ça qu'il fallait parler avant de partir au Maroc voilà. aussi. C'est pourquoi, voilà, on a donné cette conférence de presse à mettre reprise ici, que Camara puisse s'exprimer sur ses objectifs avant d'aller au CHAN, sur comment est-ce qu'il a préparé ce CHAN, sur comment est-ce qu'il a sélectionné ses joueurs. Voilà, mais je pense que s'il était amené certainement à sélectionner certains joueurs de la D2 ou de la D3, ça veut dire qu'il était libre de faire ses choix lui seul. Voilà, s'il n'a pas associé peut-être ses compères, il devra tout simplement assumer les conséquences. Justement, parlons d'objectifs. Mauro, est-ce que vous avez senti qu'en partant, Camara avait un objectif bien précis à ce CHAN? J'avoue que l'homme d'abord n'a pas communiqué. Et on ne nous a pas dit qu'aussi c'était une équipe qui était en préparation pour les Jeux Olympiques de 2020. On ne nous a pas dit si on partait pour prendre le trophée au Tchad. Rien n'avait été, disons, ficelé. On a entendu dire qu'on partait faire mieux que 2016. Voilà, on partait dire que 2016, cela veut dire tout simplement qu'on va jouer la finale au moins. Au moins être finaliste. Au moins être finaliste. Mais ça n'a pas été le cas vu notre prestation sur le terrain. Donc il y avait un manque d'objectivité. Si l'homme avait été ouvert, s'il s'était prononcé au cours d'une conférence de presse, avait donné ses objectifs, des critiques allaient lui permettre de mieux s'organiser pour affronter cette compétition. Et ici, c'est le résultat du manque de communication. Ça fait que l'entraîneur se prend pour le tout-puissant. Il pense que tout ce qu'il fait est bon. Or, nous le connaissons mieux. Il a été l'adjoint de Dussuet. On a vu comment Dussuet et lui se sont plantés. Aujourd'hui, à la CAN, 2017. On a vu aussi, ils ont mené Colomb, un apprenti entraîneur qui ne s'y connaît pas aussi. Et les deux se sont mis avec Dimi Stéphane. On a vu ce que cela produit. Donc l'un mis dans l'autre, je pense sincèrement que lui-même, il ne s'est pas fixé les objectifs pour cette équipe. Conséquence, il y a disons, de mauvais résultats que lui seul ne peut qu'assumer. Les joueurs sont partis très démotivés. Il faut dire qu'ils se communiquent entre eux, ils sont en réseau. Ceux-mêmes qui ont qualifié cette équipe de la Côte d'Ivoire face au MENA du Niger, de Xavier François, avec, si vous voulez... Les 9 minutes d'arrêt de jeu. Les 9 minutes d'arrêt de jeu, ils n'ont pas encore perçu leurs millions de francs de prime de match. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu cette prime. Seul le ministère a donné les 500 000 francs de prime, la fédération reste leur devoir. Et les enfants communiquent entre eux. Ils se disent, mais pourquoi j'allais casser mon pied? Donc vous, c'est aussi cette source de motivation. Il y a l'environnement, il y a la démotivation. Quand ils jouent, un travailleur, quand il travaille, il faut le payer. Sinon, il commence à donner le maximum de nous-mêmes. Avec l'aide de l'arbitre, on donne 9 minutes de temps additionnel. On réussit à battre l'équipe du MENA, mais les primes ne suivent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça apporte la démotivation. Et ça, c'est avant la compétition. Oui. Pour revenir aussi à cette compétition également, on a parlé des matchs amicaux. Ça a été très important. On n'a pas eu évidemment de véritables matchs amicaux. On a eu des matchs avec des clubs ici de Ligue 1. Ligue 2, on a parlé de clubs de Lys, de Sassandra, du WAC, de l'Africa, pour Abidjan. Un seul match amical qui a fait un peu du blague et tué. C'était face au Soudan. Ben, pour moi, ce n'était même pas un résultat à prendre en considération. Vous savez, les matchs amicaux, je me rappelle encore d'autres épopées de 2015. On a eu joué, je crois, 2 matchs amicaux face à la Suède et au Nigeria. On avait perdu lamentablement face à la Suède aux Émirats Arabes Unis. Et puis je crois ensuite on avait battu, fait un match face au Nigeria. Il y avait beaucoup de personnes déjà qui même moi-même, je pense que moi, tout simplement, comme tout bon observateur, qui ne croyaient pas en cette équipe et qui, durant cette compétition, les joueurs nous ont montré que, en ce moment-là, nous ont montré que vraiment ils ont fait une préparation pour cette compétition. Parce que quand une formation, disons, manque de fraîcheur physique, on le sent dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a la volonté, de réaliser des choses, qu'on n'y arrive pas, on est souvent court sur les efforts, on sent cela. Mais nos joueurs, si, et ils n'étaient pas courts sur les efforts. Ils n'étaient pas courts sur les efforts. Comme vous l'avez dit, au niveau de l'environnement de l'équipe, quelle était tout simplement la couverture psychologique de ces garçons? Quelle préparation psychologique on a dû faire à ces garçons? Comme l'a si bien dit Morou, déjà que entre eux, ils savent que la fédération ne tient pas ses engagements de prime. Pourquoi est-ce qu'arrivé là-bas, on va nous demander de faire des efforts surnaturels? Avant de partir ici, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on leur a démontré que franchement on attendait d'eux qu'ils devaient remporter cette compétition? Arrivé au Maroc, est-ce qu'on leur a montré, au vu de tout ce qu'ils devaient déployer autour d'eux, qu'on avait l'envie tout simplement pour eux de réaliser, comme on appelle, quelque chose de grand?
c'est quand même le CHAN. C'est quand même la compétition des équipes locales. On aurait pu même faire partie de cette équipe, je dirais même 2 semaines en avance, en Tunisie ou au Maroc, et jouer face à des sparring partenaires, disons, d'un tout autre calibre. S'acclimater, parce qu'on parle même du climat, tout ça. Aller au Maroc tranquillement, on aurait pu être au Maroc 2 semaines avant. La fédération n'a plus d'argent parce qu'elle a fait cette équipe a passé près de 3 ou 4 jours en Tunisie. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Elle avait seulement quelques 5 jours avant le Maroc. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Donc au niveau des matchs amicaux également, ça a été pratiquement. Ça a été bafoué. On va parler maintenant de l'adversaire, parce qu'on va écouter quelques réactions tout à l'heure, mais la méconnaissance des adversaires, c'était incroyable, parce qu'on jouait pratiquement avec des adversaires venant tous de la même zone, la Zambie, l'Ouganda, la Namibie. Le premier match de la Namibie, on pensait tous que ça allait être une petite fête, un bon début de la Côte d'Ivoire, un 3 ou 4-0 aussi facilement. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé lorsque vous avez regardé les adversaires comme la Namibie, on s'est dit on gagne la Namibie, on tient un match nul face, parce que c'est un peu le calcul qu'on a fait, face à la Zambie, et puis on va finir avec une victoire face à l'Ouganda, et puis hop, on est qualifié, mais rien n'a été, ça n'a pas été le cas, surtout face à la Namibie. Effectivement, j'avais attiré l'attention des uns et des autres qu'il y a 2 facteurs au niveau de l'environnement qui allaient jouer contre nous. D'abord, l'altitude, tous ces 3 pays sont situés en altitude. Et qui connaît ces pays-là savent que les athlètes ont une cage thoracique qui emmagasine beaucoup d'oxygène. Et quand ils sont sur des plaines, ils se donnent beaucoup. Et ils s'en vont jouer en plus au Maroc où il y a encore des zones montagneuses. Vous avez Marrakech qui est situé à près de 2300 mètres d'altitude. Et donc ils se trouvent comme s'ils sont dans leur jardin. En plus, nous sommes en hiver. Ces pays de l'Afrique australe connaissent aussi l'hiver de l'hémisphère austral. Donc l'un mis dans l'autre, nous ne sommes pas habitués à ça. Quand vous prenez la Zambie, la Namibie, l'Ouganda, regardez, ces 3 équipes jouent, aucun joueur n'a des matchs longs. Ils jouent comme si c'était relax. C'est nous seulement, nos équipes, on porte des matchs longs. Et Ange Soukourou l'a dit, nos joueurs avaient tellement terriblement froid. On devait les amener au moins 10 jours ou 15 jours en Tunisie pour qu'ils puissent s'acclimater et donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais puisqu'on manque de vision prospective, cela a fait qu'on a dormi sur nos lauriers, on a dit bon, ces équipes-là, on va éliminer, on va battre telle équipe, on va battre l'autre, et puis on se retrouve en finale. Mais on n'a pas fait appel à des spécialistes pour leur dire, attention, ce sont les meilleurs qui sont toujours dans leur championnat.